Règlement de fortune. Ça va, Lily? Ça va, très bien. Alors, Lily Delahaye, donc, tu es venue pour la première fois dans cette émission le 21 janvier 2017, donc il y a presque un an. On avait raconté ton histoire, comment, dès ton plus jeune âge, tu avais découvert que tu étais doté d'une intuition hors du commun, que tu avais des prémonitions, mais rien de paranormal en fait, juste une sensibilité exacerbée que tu as appris à écouter, voilà. Et cette intuition, tu l'as mise au service de la police. Tu es devenue la seule femme profileuse de France. Ouais. Alors, on t'avait invité il y a un an, on avait été scotché par un message Facebook où tu prévoyais, on peut le dire, l'attentat qui a eu lieu à Nice. Ouais. Voilà. Et puis, il y avait aussi l'élection présidentielle et tu avais prévu l'élection d'Emmanuel Macron. On regarde. Sur la présidentielle de 2017, vous avez une intuition? Oui, j'ai une intuition, parce que je sais que le président qui va être élu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu jusque-là. C'est très nouveau, ça va tout changer, et pour du long terme. Hein. Et c'est très important. Macron, là. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, quand même, c'est que c'était au mois de janvier, c'était avant les problèmes de François Fillon, qui était quand même, en gros, le favori de l'élection, et toi, tu savais déjà que Emmanuel Macron allait être élu président de la République. Ce qui est incroyable, c'est que là, quand on t'a invité pour venir ce soir, tu savais qu'on allait téléphoner, non? C'est possible. Tu savais que tu allais revenir? Ouais. Pour la dernière. Ici la voix. Ouais. Lily, est-ce que vous saviez que j'allais parler maintenant? Je l'ai senti venir, oui. Alors, l'été dernier, donc, on t'avait contacté par un FaceTime et tu nous avais annoncé que j'allais avoir des problèmes et Dieu sait si j'en ai eu. Qu'est-ce que vous voyez pour la rentrée, là, Alors, pour vous, il y a de bonnes choses. Mais ça, voilà, alors voilà, parlons de moi, parce que quand même... Alors, Lily, si je peux me permettre 2 secondes, au début de l'émission, j'ai plus ou moins perdu mon emploi. Comment ça se passe pour la rentrée? Bah, pour la rentrée, non, il y a toujours l'emploi et c'est succès très, très bien. Avec cette personne-là? Oui, et d'autres choses aussi. Ah, bon? D'autres choses. Attends. Et pour Thierry, alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, Parce que si Thierry perd son job, y a on perd le nôtre. Bah, alors, pour Thierry, c'est un grand succès. Coucou. Coucou. Bonsoir. Montre à Thierry. C'est Laurent qui va se faire virer suite à une grande polémique en fin d'année. Moi? Ouais. Je vais me faire Non, virer? je plaisante. Mais par contre, c'est vrai qu'il y aura une polémique. Par contre, Thierry, vous penserez à moi. En fin d'année, je ne sais pas exactement quand, vous allez devoir affronter une polémique autour de votre émission et vous ne vous laisserez pas faire. Comme et ça d'habitude. fera beaucoup de bruit, mais ce sera très fort. Un succès, vraiment, pour vos émissions. Et il en faut plus, parce que vraiment, vous êtes parfait et on a envie de vous voir beaucoup plus. Ben voilà, donc, effectivement, je dois dire que c'est pas une polémique, mais 5, et qu'en 30 ans de carrière, j'ai jamais eu autant d'emmerdes que depuis septembre jusqu'au mois de décembre. Donc, encore une fois, bravo. Alors, en ce début d'année 2018, tu vois quoi pour moi? Est-ce qu'on va finir l'année d'abord? Oui. Oui, mais par contre, vous vous préparez à arrêter discrètement. Ah ouais. Mais à votre façon, mais si je peux dire, c'est ce que je ressens en tout cas. Et donc, en vous préparant, vous faites plein de projets pour après. Vous commencez vos projets pour après. Vous allez développer quelque chose sur le digital. Et il va se mettre un doigt. Je doigt. vous encourage parce que ça va être un grand carton. Et ça va être un carton. Par contre, il faudra retenir Laurent, qui aura... Qui sera obligé de chercher du boulot. Non, qui aura envie de partir. Il aura envie Faut bien le dire. de partir. Alors, l'audience de l'émission de ce soir, là, vous pensez quoi? Qu'elle va être bonne, qu'elle va être... Je suis pas très chiffre, mais ouais, un carton. Plutôt. Très bonne rentrée. Et alors, notre cher président Macron, que va-t-il lui arriver cette année? Ça va aller pour lui? Parce que là, il est haut dans les sondages. Hein. Oui. Ça va continuer? Oui, ça va continuer. Il ne va pas avoir le choix de s'occuper cette année de la sécurité, de la justice, de la police. Je ne pense pas que ce soit vraiment son programme, mais il va être amené à le faire. Et on va beaucoup entendre parler de vous. Vous êtes sur tous les fronts cette année. Ce que vous faites, c'est très important. Ça portera ses fruits pour l'année prochaine notamment.
C'est vraiment très, très important, votre combat, vos actions, vos missions. Mais on viendra tout le temps vous mettre des bâtons dans les roues. Pas moi, Marlène. Notamment par rapport à vos convictions personnelles. On aura l'impression que vous mettez vos convictions personnelles avant la vie du pays. Ouais. Et Emmanuel Macron va beaucoup s'occuper aussi de l'étranger, de l'international. Et c'est très important qu'il s'en occupe parce que tout se joue maintenant pour les 5 prochaines années, surtout dans 5 ans, tout se joue maintenant. L'écologie, après, c'est irrattrapable. C'est vraiment très, très important. Pour finir, la Coupe du Monde. Pour les matchs, c'est toujours le moment venu. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir un choc. Il va se passer un grand scandale ou quelque chose comme ça. Où? Autour du foot? Ouais. Un choc autour de la Coupe du Monde. T'es pas à l'abri de revenir, toi. Alors, Jean-François Zigel, vous vous êtes dit quoi quand vous avez joué du piano pour la première fois? Ah. Vous vous êtes dit quoi quand vous êtes arrivé le premier jour au conservatoire? Parfait, Merlot. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient communistes? Parfait. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez compris que vos parents étaient juifs? Mais j'ai pas compris que mes parents étaient juifs, ça se passe pas du tout comme ça. Pour moi, c'était normal. Ah d'accord. Vous voulez dire qu'un jour, j'ai compris qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas juives. Vous vous êtes dit quoi quand vous vous êtes vu pour la première fois sur un écran de télévision? Et quand vous avez pris une cuite pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? Le petit vin blanc, ça? Ouais, c'est pas mal. Il a pas l'alcool méchant, hein. Il a l'alcool un peu dizzy, quoi. Ah ouais. Alors, Jean-François, quand vous avez fait l'amour pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? À mon avis, il était seul, hein. Et la drogue, quand vous avez pris de la drogue pour la première fois, vous vous êtes dit quoi? Que les touches blanches, là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très déstructuré, là. Là, c'est Varese, là. Ouais. D'accord. Vous vous êtes dit quoi quand vous avez commencé à perdre vos cheveux, à avoir des cheveux blancs? Ah ouais. Et alors là, vous vous rendez compte, Jean-François Zigel, que vous habitez sur le lieu d'un ancien sex shop. Ça, c'est vrai. Ah, et vous vous dites quoi alors? En fait, qu'est-ce que je me dis? En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. C'est au moment des travaux, j'ai quand même vu une petite affichette en haut d'une colonne qui stipulait les objets en latex
ne sont ni repris ni échangés. Ouais, là, vous avez compris. Et ça m'a fait plaisir, je me suis dit, c'est quand même des gens qui avaient le sens de l'hygiène. Voilà. Bravo Jean-François. Alors, vous avez fait une petite chanson? Oui, c'est vrai, parce que la production est venue me voir en me demandant si je voulais écrire une chanson hommage pour vous deux. Bon, on serait tellement flattés, bien sûr. Pour nous deux? Ouais, pour vous deux. Oh là là, je crains le pire. Ah bah, je crois qu'avec elle, tu peux t'entendre bien. Voilà, donc il vous faut quoi, une guitare? Peut-être, ouais. Mais la guitare arrive. Voilà, donc on m'a demandé une chanson en hommage pour vous deux, donc j'ai dit non. Et alors ils ont vachement insisté, ils m'ont dit si allez, ça pourrait être vraiment cool et tout. Donc du coup moi j'ai été voir un petit peu vos proches pour essayer d'avoir des témoignages. Mais le problème c'est que vos proches, Thierry, étaient tellement heureux et émus en pensant que vous étiez mort que du coup c'était pas possible de comprendre ce qu'ils disaient. Et Laurent n'a pas de proches, donc bon. Des centaines d'émissions, des milliers d'invités, ma fille Ardisson, toujours dans nos télés, des débats enflammés et des vannes en puissance, trop souvent critiqués, je prends votre défense. Car vos 30 ans de carrière transmettent à nos enfants et à la France entière un message important. La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, unissons nos voix pour vous sortir de là. Oui, on va vous aider, la drogue n'est que souffrance, vous n'allez rien gagner, à part peut-être le Tour de France. Mais il faut pour accrocher commencer par l'acceptation. Et pour cela, vous devez vous poser les bonnes questions. Jean-Luc Delarue avait fait le tour des lycées pour expliquer les dangers de la drogue. Est-ce pour les mêmes raisons que vous faites le tour des bars à putes? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale. Thierry, vous avez gagné beaucoup d'argent en écrivant le slogan « Vas-y, Vaza ». Est-ce que vous vous en êtes pris à Squeezie parce que gagner de l'argent sans travailler, c'était votre idée? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Laurent, vous dites qu'il faut du cul pour faire monter les audiences. Mais si vous savez comment on fait des audiences, pourquoi votre film a fait 18 entrées? La drogue c'est mal, la drogue c'est sale, aux bandes de vieux réacs de vos mères, allez crever avec vos questionnaires. Alors ça c'est... En fait ça c'était le couplet coécrit par Christine Angot. Elle m'a expliqué qu'elle voulait vous montrer qu'elle savait écrire en vers, enfin j'ai pas tout compris. Arrêtez, vous irez mieux, la seule drogue ici-bas, conseillée pour vous deux, aujourd'hui c'est le Viagra. Vous êtes formidable. Et nous, on se retrouve pour la suite du warm-up. Voilà, nous sommes de retour dans le warm-up. Et maintenant, on passe à notre T'étais où de la semaine? Alors, Danny Briand, bonsoir. Vous êtes, Danny, notre T'étais où de la semaine. Vous étiez où, alors? On dit que vous étiez coincé dans une cabine UV. Non, c'est naturel. Hein. Ah ouais, c'est naturel. Je suis né en Afrique du Nord. Eh ouais. Alors aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel album, le 12e, qui s'appelle Rock et Swing. C'est la grande réconciliation du rock et du swing, parce qu'en fait, le rock avait remplacé le swing, et vous les réunissez. C'est ça, il y a toujours une haine entre les rockers et les crooners. Ouais. Je sais que Sinatra détestait le rock, il trouvait ça vulgaire. Moi qui aime les deux, j'ai voulu faire la réconciliation
parce que c'est deux musiques qui ont la même source. C'est le swing de la Nouvelle-Orléans. Et le rock, c'est juste du swing un petit peu plus animal, un petit peu plus sauvage, qui a, si vous voulez, intégré la musique blues, la musique noire, ce que n'avait pas fait Sinatra. Ouais. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est l'amour qui rend heureux, c'est lui qui met dans mon cœur de l'espoir et du ciel bleu, et c'est le secret du bonheur, c'est l'amour qui fait trembler le cœur des adolescents, c'est l'amour qui fait rêver, qui donne envie d'un enfant, c'est l'amour qui rend heureux, mais c'est un jeu dangereux, car on aime s'y soumettre, même s'il nous rend malheureux. Danny Briand. Danny Briand en tournée dans toute la France à partir du mois de mars et à Pléiel les 2 et 3 juin. Alors c'est pas un album, c'est un voyage dans le temps, ça, non? Oui, je suis retourné à Memphis pour le faire, puisque pour moi le rock... Chez Sun Studio, où est né le rock'n'roll, le 5 juillet 54, quand Elvis, après 8 heures de recherche, ils n'avaient pas trouvé quelque chose de concluant. À un moment, il s'est mis à accélérer un vieux blues d'Arthur Crudup qui s'appelait That's Alright Mama. Sur les conseils de Dick Rivers. Et Sam Phillips, le producteur de l'époque, a dit ne touche pas, on tient quelque chose là. Et le rock est né ce jour-là, au Sun Studio. Donc je suis retourné là-bas pour essayer d'avoir un peu le parfum de ça. Ah bah oui, il y est le parfum. Alors pour vous, c'est un retour aux sources parce qu'à l'âge de 20 ans, vous faisiez partie d'un petit groupe baptisé les Zazous de Paris. Tout à fait. Vous étiez habillés 50s et vous alliez dans des clubs comme le Bellagio, la Nouvelle Ève, le Royal Lieu, qui était un endroit absolument fabuleux, magnifique, qui a été détruit. Qui est devenu un parking, voilà, c'est quand même... Ouais, c'est scandaleux. Bon, c'était Albert de Paname, Albert Green Touch, qui faisait ces soirées. Et on était un petit noyau, on était une centaine. On dansait le Lindy Hop. C'était ça le nom de la danse swing. Et on n'était pas nombreux. Et là, il y a 1 an, je suis allé à Londres, je suis allé au Winton Music Hall, et j'ai vu toute une jeunesse qui s'habillait vintage comme nous à l'époque. Et qui fait du... Et qui refont du Lindy Hop. Et c'est un mouvement qui est en train de s'étendre dans le monde entier. Tant mieux pour vous. Et le swing revient. Bah oui. Alors, vous dites, c'est la dureté de notre époque, les attentats, qui m'ont donné envie de replonger dans cette musique de l'après-guerre, qui procure de la joie et qui fait danser. Bah oui, j'ai trouvé... quand il y a eu les attentats, j'étais comme tous très meurtri, je ne savais plus quoi faire, j'avais plus d'inspiration. Et donc, je me suis dit, quelle est la musique où on danse sous la pluie, où on danse sur les bombes? C'est le swing. Parce que cette musique a été créée pendant les périodes de guerre. Ah oui, pendant la guerre, Glenn Miller et tout ça. Voilà, les mecs, et même, ils ont libéré la France avec le swing. Et c'est la musique, je crois, qui donne la joie, c'est la danse du bonheur, c'est la joie de la danse. Et je me suis dit, voilà, je vais faire un album de swing. Alors, ce climat d'attentat, vos parents l'ont vécu déjà en Tunisie. Deux ans après votre naissance, qui était le 28 décembre 1965, à Tunis, sous le nom de Daniel Cohen, vos parents sont victimes d'actes antisémites, l'épicerie familiale est saccagée, vos tantes sont violentées, la synagogue où votre oncle était cantor est incendiée. Et vous dites, notre vie s'est écroulée en une après-midi. Ah oui, c'est vrai, parce que vous savez, la Tunisie, dans les années 60, c'était vraiment un modèle de tolérance. Il y avait toutes les communautés, il y avait les Italiens qui étaient catholiques, il y avait une communauté juive qui était là depuis très longtemps, des musulmans, et tous ces gens-là étaient très pacifiques. C'était la Dolce Vita, c'était formidable. Et tout d'un coup, bon, c'est un petit groupe d'extrémistes, hein, c'est pas tout le pays qui s'est ligué contre les juifs de Tunisie, c'est vraiment un petit noyau. Mais si vous voulez, la confiance était perdue. Même le président Bourguiba est venu en disant ne touchez pas aux juifs, c'est nos amis, on veut les protéger. Mais si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est brisé. Donc on est arrivé tout de suite, mon père a tout laissé. Vous êtes arrivé en France. Voilà. Votre père devient manutentionnaire dans un supermarché, c'est quand même... Voilà, ça c'est la chute. Ça c'est hard. Bah oui, parce qu'il était un peu bourgeois là-bas, il avait des grands magasins, un peu comme le père de Claude François, parce que j'ai vu le film, c'est un peu le même genre. C'est un peu la même chose. Et tout d'un coup, il se retrouve à 27 ans, manutentionnaire, tout ça, et ça lui a fait un petit choc quand même. Et votre mère devient caissière. Et ma mère est engagée caissière, mais elle reste pas longtemps parce qu'elle préfère s'occuper de nous après. Alors votre mère, elle écoute ça à la radio. Il est mort, le soleil, quand tu m'as quitté. Et vous écoutez ça. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour
jouer les amoureux. Ah, c'est une révélation. On vous appelait Bambino, faut dire. Voilà, on m'appelait Bambino, c'est vrai. Et puis c'est toute cette communauté un peu judéo-italienne, parce que vous savez que les Juifs de Tunisie viennent de Livourne. Il y a beaucoup de mélange avec l'Italie. Donc tout ce qui est italien, évidemment, ça m'a toujours touché. Et Dalida, c'est la même chose. C'est une émigrée qui arrive chassée après les problèmes d'Égypte. Et c'est vraiment l'idole de ma mère. Ma mère s'identifie en Dalida. Elle s'habille comme elle se coiffe comme elle, et elle chante ses chansons. Donc j'ai été élevé au son napolitain de la musique, et voilà. Ça m'a donné de Dalida. Moi, ma mère, qui s'appelle Ginette, elle faisait la gueule tout le temps. On l'appelait Gigi la morose. Comment elle va, ta mère? Elle va bien, elle t'embrasse. Ah oui, je l'adore, ta mère. Elle a un peu olé, mais bon. Non, mais elle avait envie de construire avec toi. Elle voulait un truc stable. Il y a quand même une différence d'âge. Je suis beaucoup plus âgé qu'elle, quand même. Oui, mais c'est une enfant, tu sais. Alors, à l'adolescence, vous vous encanaillez dans des clubs de swing à Saint-Germain. Et le patron des Trois Maillets, c'est historique, c'est la légende de Danny Briand. Chaque soir, lui dit « Allez, vas-y, Danny, sois brillant ». Je suis sûr, c'est vrai. Et l'autre, il s'est appelé Danny Briand. Ouais. Non, c'est-à-dire que je trouvais que ça faisait un peu Las Vegas. Ouais. Parce que moi, c'était mon style. Je voulais remettre les crooners au goût du jour. Ouais. J'avais choisi ça comme emploi. En plus, il était vacant, puisque plus personne ne reprenait de swing de Dean Martin. Donc, je trouvais Danny Briand, ça le faisait. Quoi. Ah, c'est bien comme nom. Ouais. Alors, parallèlement, vous faites quand même le cours Florent. Vous êtes fan de Francis Huster. Et un jour, Francis vous demande une chanson pour un film qu'il fait. Et vous écrivez Suzette, quand même pas mal. Le problème, c'est que c'est Huster. Il le coupe au montage. Le mec. Bon, non, mais il m'a dit que c'était le producteur. Ah bon? Ouais, c'est pas lui. Il n'est pas courageux, en plus. Non. Alors, la chanson est donc coupée au montage, mais ça lance votre carrière, parce que tout le monde se souvient 5 ans après, Suzette et des autres chansons. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison chaque fois que je vois Suzon. Bien, à Saint-Germain. Allez, bien, à Saint-Germain. Allez, bien. Allez, bien. Yeah. Les filles qui m'intéressent. À tout le reste, je m'en fous. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Hop, Danny Briand. Vous avez quand même vendu 5 millions d'albums. Pas mal. Il a bien fait de changer les paroles, parce que moi, je connais l'ancienne version, Danny. C'était quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Oui, et au dernier moment, il a dit, je le sens pas. T'as bien fait. Alors, comment ça va? Ça va bien? Bah écoutez, très bien. Vous dites dans les interviews, j'ai disparu depuis 4 ans à cause d'une maladie grave. Non, mais c'est un peu exagéré. Oui. C'est vrai que j'ai eu un petit souci, mais qui s'est vite réglé. Parce que j'ai cédé un peu aux sirènes du théâtre en 2011. On est venu me proposer une pièce de théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre pendant 2 ans. Et c'est pas mon métier. Donc j'ai forcé un peu sur. Ah oui, vous étiez un peu surmené, quoi. Un peu surmené. Et après, vous avez été un peu déprimé. Et voilà, et après, j'ai perdu un passage à vide. Exactement. Oui, d'accord. Vous étiez dans le trou. Pour l'enfoncer plus. Il est faible. C'est maintenant qu'il faut le choper, il est faible. Alors, je me suis déconnecté un peu de la musique. Ouais. Voilà. Mais ça, vous n'avez pas eu une maladie grave, en fait. Non, c'est pas grave. On est rassurés, alors. Non, je suis en bonne santé. Alors, heureusement, il y avait Nathalie. Ça, c'était important, ma femme, oui, qui était là. Ouais. Et c'est bien. En fait, dans ce métier, il faut toujours soigner les gens qui étaient là quand il n'y avait personne. Ouais. Et les gens qui sont là quand il y a un peu moins de monde. Bah, faut dire quand même une chose, Danny. Sous vos airs macho, en fait, vous vénérez les femmes. Bien sûr. Bah oui. J'ai fait plein de chansons sur les femmes, de toute façon, tout ce que j'ai fait. Vous intéressé que par les femmes que vous vénérez. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme. Bah oui. C'est l'amour qui rend heureux. On va regarder ce que vous disiez. Les femmes. On va regarder. Femmes, je vous aime. Vous êtes très pro-femmes, vous. Vous dites il y a peu de femmes parmi les terroristes. Si les femmes étaient au pouvoir, les guerres cesseraient. Donc vous êtes très... J'ai même dit les grands hommes de demain sont des femmes. Ouais, belle phrase aussi. C'est vrai, non? Moi, je crois que les femmes, c'est la vérité. Ouais. Enfin, j'ai toujours été entouré de femmes, comme je suis un Méditerranéen, j'ai toujours été élevé par les femmes, par ma grand-mère, par mes tantes, et elles m'ont donné leur humanité. Ouais. Enfin, la vraie révolution de notre époque, c'est l'avancée des femmes dans la société. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes, et je trouve que c'est un bien.
Parce qu'elles apportent avec elles des valeurs féminines, de la douceur, de la compassion, de la solidarité, de la tendresse. Pas de concours de couilles et de bites. Ah, c'est pas celle qui m'a la plus longue, c'est sûr. Voilà. Non mais ça, c'est pas d'hier, hein. Non. C'est il y a 15 ans, hein. Vous n'avez pas attendu Balance ton porc pour dire du bien des femmes. Oui, parce que je suis un mélange. C'est-à-dire que de l'extérieur, je pense que j'ai l'air très masculin. Non. Et à l'intérieur, je suis très féminin. Ouais. Donc, je m'entends très bien. J'essaie de lui lancer des perches. Ouais, bah oui, il faut l'aider un peu, il est vieux maintenant. Alors, on passe au spectacle. Ça s'appelle 60 minutes avec Kéron, donc c'est à l'Européen. C'est en tournée dans toute la France. Alors, le pitch, il n'y en a pas. C'est total impro. Total impro, c'est un spectacle différent tous les soirs, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a un petit pitch, c'est en vérité que j'ai plein de blagues dans un stock au-dessus de la tête. Ouais. J'ai plusieurs heures et chaque soir, en fonction du public, je puise et le reste, je le fais vraiment en impro et ça fait 60 minutes différentes chaque soir. Voilà. L'avantage, c'est que les gens y retournent. C'est pas con. Alors, tu promets un rire toutes les 7 secondes. C'est beaucoup, quand même. J'ai calculé, ça fait 7 centimes le rire. Ce qui est pas cher. Alors, tu joues beaucoup avec le public, en fait. Beaucoup, énormément. Non-stop, Les gens ont peur, surtout. Donc, il y a une tension, quoi. Non, parce qu'ils savent. Non, mais t'as la ceinture explosive, faut pas encore. Attention, quoi. Je la mets à la fin pour les rappels. Ouais. Mais non, les gens savent qu'il n'y a pas de méchanceté. Mais c'est comme Laurent, quand même. Bah, tous ceux qui aiment l'impro, la répartie, aiment Laurent Baffy et il peut dire les trucs les plus sales de la Terre. On sait dans l'œil, on voit qu'il n'y a pas de méchanceté. Et du coup, ça passe. Et ben, j'ai l'impression que mon public sent la même chose avec moi. Du coup, ça passe aussi. Il me pique mon public, en fait. Alors, en fait, tu aimes le malaise. J'adore. Et je dis que mon spectacle, c'est la Malaisie, le pays du malaise, parce que je pense que il faut pas avoir peur des tabous, faut pas avoir peur des malaises, et en discutant, en les réglant, il peut en sortir que des choses positives. Non, mais j'ai compris les paroles. Alain Chamfort, malaise en Malaisie. Bah voilà. Donc voilà, maintenant tu écouteras ça le soir quand tu rentreras chez toi. Elle est géniale, la chanson. Je vais écouter. Génial, Alain Chamfort. Et ton sketch, Manureva, c'est bien aussi. Ouais. C'est bien aussi. Bonne inspiration. Alors, on va regarder à quoi ressemble le spectacle de Kéron, mais en même temps, comme c'est pas le même tous les jours, on va regarder à quoi ça ne ressemble pas. Je vais vous livrer quelque chose de ma vie. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous en teniez compte et que vous respectiez ça. C'est très important pour moi. Imprimez l'information et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Je ne suis pas turc. Et j'ai rien contre les Turcs. Il y a peut-être même des Turcs dans la salle. Ouais? T'es turc? Toi aussi? Tu t'appelles comment? Aytash. Comment tu l'écris? Aytas. Un S avec une cédille. Normal. Les Turcs, l'alphabet, ils ont pris l'alphabet, ils ont dit, nous, on va chier dedans, d'accord? On va faire ce qu'on veut. C'est quoi, c'est un A? Non, ça va se prononcer. Kéron, à l'Européen, en tournée dans toute la France. Alors, sur scène, comme dans tes interviews, tu milites pour une liberté de ton absolue. Tu dis, par exemple, je suis le contraire d'un raciste, je déteste tout le monde pareil. Ouais. Pas d'hierarchie, il n'y a aucune origine qui mérite qu'on la traite différemment, aucun statut social, aucun crime. Pour moi... C'est de l'antiracisme par l'absurde. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, la souffrance d'une petite fille qui est tombée par terre, le moment où elle crie, où elle hurle parce qu'elle a mal, vaut tout autant que la souffrance de quelqu'un qui vient d'être au chômage, même si ça n'a rien à voir. C'est chacun qui décide à quel point il a mal. Et il faut traiter toutes les souffrances de la même manière, avec justice et avec gentillesse. Alors, il y a un truc, c'est Ménel, la fille de The Voice, qui était voilée, puis dont on a retrouvé des tweets quand même assez complotistes. Tu l'as soutenue? Oui, j'ai envoyé un message sur Internet parce que ça m'a fait de la peine. Parce que moi, j'ai vu cette demoiselle avec son turban qui chantait Alléluia en anglais, en arabe. Léonard Cohen, TF1, heure de grande écoute. Il y avait un truc fédérateur. C'était beau. En plus, artistiquement, elle chante bien. C'est pas une casserole. Elle chantait super bien. Tout le monde était unanime sur elle. Et ça m'a fait de la peine de voir qu'un petit groupe d'extrêmes a été fouillé. En plus, elle a reconnu que c'était pas une brillante idée ce qu'elle a fait. Elle a dit pardon. Elle a dit qu'elle ne pensait pas ça. Donc, soit on est dans la rédemption avec tout le monde, soit on est dans la rédemption avec personne. Il y a des gens qui ont fait 10 fois pire et qui continuent à travailler et il n'y a pas de problème. Alors pourquoi elle, on l'incite à...
Et voilà, ça m'a fait de la peine et je lui ai dit à la fin que j'aurais aimé qu'elle fasse taire les quelques extrêmes qui ont cherché à fouiller, à créer cette ambiance pas terrible autour d'elle, en chantant et pas en se taisant vraiment. Ménel. And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah. Chante bien. Hein. Quand même. Super. C'est ça le vrai débat. C'est pour ça qu'elle méritait de rester, parce qu'elle chante bien. Et maintenant, mon cher Kéron, on va faire une interview. Oui, mais. Alors, j'adore Game of Thrones, mais... Mais j'ai jamais couché avec ma sœur. Mais j'en ai pas, donc c'est plus pratique. Je n'ai rien contre mon physique, mais... Mais je ne suis pas pour non plus. Je promets un rire toutes les 7 secondes, mais... Mais je suis pas le seul, Nadine Morano également. La télé, c'est génial, mais... Oui. Seulement quand on a un public comme celui de Salut les Terriens. C'est incroyable. Quel démago, quel populiste. Tout le monde a kiffé mon premier film, mais... Mais beaucoup trop l'ont vu en streaming et pas dans les salles. J'ai adoré jouer mon père, mais... Mais je crois que lui, il aurait préféré Pierre Ninet. Oui, Pierre Ninet. J'ai engagé Catherine Deneuve pour mon prochain film, mais... Mais promis, je me suis pas laissé importuner. C'est bien. Je ne me drogue pas, mais... Ça m'a pas empêché de reconnaître ce qu'il y avait dans votre loge, Thierry, tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Je suis monté au créneau pour Ménel, mais... Mais c'est parce que j'avais compris Ménez. Je croyais que c'était Bernard Ménez. J'adore ce mec. Je voulais qu'il fasse The Voice. Alors, j'ai une gueule de terroriste, mais... Mais Allahu Akbar. C'est bien. Ça me fait rire, moi. C'est très très rare que le public applaudisse cette phrase. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour Salut les Terriens. À tout de suite. Ça va Thierry? Alors attention, je remets les règles. Attention à ne pas dire de conneries sur les femmes. On a 2 hyper féministes sur le plateau, Jérôme et Smaïn. Voilà. Hein, Chiappa et Sheila, ils s'en foutent, on peut faire des blagues de cul, mais il faut faire très attention en ce début d'année. Très important. Voilà. Notre première invitée a dit dans le Parisien dimanche être Charlie, et selon elle, être Charlie, c'est défendre le droit de se moquer de tout et de tout le monde, y compris des représentations religieuses. Je suis très heureux que vous ayez dit ça, ça nous soulage tous. C'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est Madame Marlène Schiappa. Bravo. Donc vous confirmez qu'on peut se moquer de tout et tout le monde. Allons-y. Oui, non. Thierry, vous connaissez cette blague? Vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Non, celle-ci, elle passe pas. Ça tombe bien, j'ai mon téléphone avec moi. T'as dit au revoir? Bon, non. Celle-ci, elle passe pas. C'est la blague qui avait fait texte et qui doit coûter sa place aux amours. Donc, vous voyez, Thierry, on ne peut pas rire de tout. Ou plutôt, tout ne fait pas rire tout le monde. Voilà. C'est pas grave. Dans ces cas-là, on zappe. On a une télécommande, on zappe. C'est le principe du rire. C'est toujours sur quelqu'un. Sur 10 personnes, il y aura forcément un qui rigolera pas sur les 10. Tu vois. Moi, par exemple, les blagues sur les petites bites, ça me fait pas rire. Voilà, tu vois. Parce que je me mets à la place de ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai. Pierre Arditi et carrière extraordinaire, plus de 70 films à son actif. Je vais faire une petite rétrospective. Pierre Arditi qui commença dans la fleur de l'âge et lança même « Vous n'avez encore rien vu » au plus grand réalisateur, même si au fond de lui, c'était plutôt « Bonjour l'angoisse » et vivait à l'intérieur la petite apocalypse. On connaît la chanson, lui disait Alain Resnais, qui malgré un chat dans la gorge, lança sa carrière comme un avion, sans se prendre un coup de bambou et découvrit vite l'état de grâce. Il a joué des mélos sur un coup de poker, à pile ou face, ou vanille fraise, comme disent les enfants.
Tu peux garder un secret, lui demanda Alexandra Arcadi, qui, comme Pascal Bonitzer, cherchait le grand alibi pour éviter d'être pris en flaque sur la passerelle. Même s'il a essayé de percer le mystère de la chambre jaune, tel Nestor Burma, détective de choc, qui était surtout un agent trouble, le malheureux avait perdu ses clés de bagnole et les clés du paradis dans le grand appartement de Natalia, Alice et Chloé, qui sont les femmes de personne, soit dit en passant. Et hasard ou coïncidence, mais le code a changé, et ne trouvant que sur son chemin des hommes-femmes mode d'emploi, et même un livre intitulé Streamfield, les carnets noirs. Du coup, il traîna sur les bancs publics, dans les musées hauts, musées bas. L'un reste, l'autre pas, mais je ne vous oublierai jamais, dit-il à monsieur et madame Adelman qu'il croisa sur son chemin. Alors, comme vous le dites si bien, adieu blaireau. J'avoue, c'est strictement personnel, même si, suivez mon regard, à mon avis, je vais te manquer. Aujourd'hui, vous avez hésité pour vous habiller, vous avez dit smoking, no smoking, et finalement, avec Thierry Ardisson, vous connaissez depuis longtemps, je dirais même qu'ensemble, c'est trop. À 2 doigts de partir en vacances tous les deux, pourquoi pas au Brésil, voir le château des singes, mais attention, pas sur la bouche, car la fois précédente, c'était le dernier plan qu'il vous avait fait. Alors vous êtes capable de coups de cœur, de coups de sang, de victoire, de surmonter les caprices d'un fleuve, d'un hussard sur le toit, et de ne pas faiblir à l'ombre de Radio Corbeau. Autre péché mignon, c'est le plaisir d'amour, même si vous pensez que la vie est un roman, et votre devise, c'est l'amour à mort. Et comme mon oncle d'Amérique me disait, le courage d'aimer, je l'ai eu la première fois que j'ai eu 20 ans. L'amour violet, c'est le dernier saut, avant que la lumière soit, me dit-il, avant de dire aussi adieu Berthe à la faux suivante. Alors, comment définir les acteurs? Eh bien, disons que ces messieurs, les enfants, sont des petites allumeuses jusqu'à la nuit. Alors, bienvenue dans Salut les Terriens, et vu que vous le dites vous-même que ce sont nos amis les Terriens, et au fait, le parfum de la dame en noir, c'est de la violette. Bonne émission, Pierre. Oh là là! Ce soir, Thierry, on a aussi 2 grands chefs en plateau, et pourtant, on va même pas manger. Voilà. Alors, autant qu'on reçoit Bruel, ça me dérange pas qu'ils chantent pas, mais là, c'est quand même con. C'est Philippe Etchebest et Jean-François Piège. Nous, on va pas manger, mais eux aussi. 2 très très grands chefs, 2 maestros de la cuisine. Enfin, il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais comme l'autre est très costaud, je dirais rien. Et non, j'ai eu la chance de venir manger une fois chez Jean-François Piège. Ah ouais? Ouais, ma copine avait trouvé ça extraordinaire. Mon banquier, très cher, mais en tout cas... non, mais parce qu'il faut comprendre que ça coûte très cher dans ce restaurant. Ce qui coûte très cher, c'est les serveurs, le cuisinier, c'est la main-d'œuvre. Voilà. Vous savez quoi? Vous emmerdez pas, faites un buffet. Vraiment. Je suis prêt à venir avec mes couverts et je veux bien faire la plonge derrière. Vraiment, non. Et vous avez fait un petit jeu de mots, voilà, parce que voilà, le nom de Jean-François, c'est Piège, et c'est vrai que comme nom de famille, pour un cuistot, c'est pas terrible. Pour un mec qui fait des caméras cachées, à la limite, pourquoi pas? Jacques Toubon aurait pu ouvrir un resto. C'est vrai. Et en même temps, heureusement qu'on choisit pas son métier par rapport à son nom de famille, parce que Bernard Laporte, il bosserait chez le roi Merlin, et Noël Mamère, il serait femme au foyer, donc fatalement, c'est... Alors que, du côté des noms de famille, Etchebest, c'est formidable, c'est formidable. Non. Etchebest, en bas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la nouvelle maison. C'est ça, bravo. Ouais, putain de maison, hein. T'as vu les murs porteurs? Bon, par contre, la toiture s'est barrée depuis un longtemps, mais bon, c'est pas grave. Et là, ils reviennent pour Top Chef, voilà, qui est une nouvelle saison, c'est la 9e. Vous savez, Top Chef, c'est cette émission où à chaque épreuve, il y a quelqu'un qui crie « Il vous reste 30 secondes !» C'est la pire émission pour un précoce. Et non, mais c'est fou. Non mais c'est vrai, et Top Chef c'est quand même la seule émission la plus frustrante de la télévision. Tu regardes pendant des heures des mecs faire des trucs incroyables à manger. Toi t'es sur ton canapé avec un McDo. C'est comme regarder un film avec Monica Bellucci avec ta grand-mère à côté. C'est dégueulasse. Non, mais... Michel Simès, c'est le médecin le plus connu de France, c'est un toucher rectal, un autographe. Et Michel, c'est une rockstar. C'est vrai, on connaît tous ses plus grands tubes par terre. C'est une cirrhose monsieur, oh le bel hémorroïde. Enfin bon, c'est en tout cas... Et oui, parce que Michel, il est très connu, voilà, pour faire des petites blagues de temps en temps. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, je tiens pas à passer pour le bigard de la santé, voilà. Du coup, vous allez arrêter la médecine, alors? Bon, en tout cas... Le 20 décembre dernier, c'est le drame. Au classement des animateurs préférés, vous étiez premier depuis 4 ans. Vous êtes repassé 2e derrière Nagui, qui récupère la place de leader. Et d'ailleurs, dans l'émission avant-hier du Buzz Le Figaro, vous avez dit qu'il prenait des antidépresseurs, Nagui, et que même les meilleurs antidépresseurs ne marchaient pas. Et c'est pour ça que vous lui avez redonné la place de leader. Ça me faisait de la peine de voir Nagui dans cet état. Et d'ailleurs, depuis qu'il est numéro 1, il va bien. Bah oui. Non, mais c'est bien. Et on a une petite exclusivité pour Salut les Terriens, parce qu'il y a une sorte de petite guéguerre entre les deux, voilà, ils se répondent et tout. Et dans un souci d'apaisement, voici le petit message de Nagui.
Michel, on va dire la vérité. Tout le monde pense qu'on se fait des vannes, ou même certains pensent qu'on se déteste réellement. J'ai une réelle tendresse, une réelle affection pour toi. J'ai appris récemment que les dragées que tu m'avais envoyés étaient des antidépresseurs. Je comprends mieux pourquoi j'ai longtemps été numéro 2. Mais bon, maintenant que les choses ont repris leur cours normal, puisque tu es le deuxième, je tenais à dire à tout le monde que j'avais beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection pour toi. Je sais en plus que ta vie privée n'est pas simple non plus. Et voilà, plus de vannes, c'est fini. Je t'aime. Je t'embrasse. Connard, alors ce mec, il a dit quoi d'autre après, à part les antidépresseurs? J'avais pas d'intelligence, pas de neurones, c'est ça? Il t'a traité de Nutella, qu'en gros, si t'avais été élu, c'était uniquement parce que, voilà, on voyait tellement la télé. Nutella, mais il ferait mieux de regarder son bide. Bravo. Super document. Thierry, pour terminer, comme Georges Clooney, il est très connu grâce au café, sauf que lui, c'est pas des capsules qu'il met, mais des cartouches. C'est Bruno Solo. Alors, la dernière fois, c'était le jour du drame. Voilà, vous m'aviez demandé de faire partir Robert Ménard et vous me demandez. Mais c'est moi qui l'ai demandé discrètement. Il a bien fait ton boulot. Non, mais c'est normal qu'il soit parti aussi. Yvan Le Bolloc, il avait une chemise normale, donc voilà. Bref, c'est. Ah, attendez, Thierry, juste un truc, si vous permettez, parce que j'ai retrouvé Il a joué Pierre Mendès France. Oui, bien sûr. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si on a la photo qui part dans l'écran. Clac. Ah, voilà, ça c'était extraordinaire. Il a fait beaucoup d'autres biopics, Bruno, mais on le sait moins. Il a fait Philippe Martinez de la CGT. Voilà. Pascal Obispo, évidemment. Voilà. Yvan Le Bolloc aussi, il a joué. Voilà, il y a un petit truc quand même. Jean-Luc Mélenchon jeune, ça c'est extraordinaire. Et ce qui est génial, Stevie Boulet, et ça c'est quand même très très fort. Et on passe à notre grand invité d'honneur de la semaine. Michel Serres, rebonsoir. Vous êtes né, Michel, le 1er septembre 1930 à Agen. C'était le néolithique tardif. Alors, votre père, dites-vous, était casseur de cailloux de Gascogne. Il était dragueur. Dragueur. Avant que ça prenne ce sens-là. Ah, c'est-à-dire, il avait une drague sur la Garonne, grâce à laquelle il extrayait les cailloux et les sables. Ah. Mais le mot dragueur est devenu, dans notre sens, beaucoup plus tard. Votre père était dragueur, mais fidèle. Voilà. Mais voilà. C'est comme la Marie Salope. Ça existe. C'est un bateau. Oui, c'est un bateau, bien entendu. Et ce bateau très utile, puisqu'il évacue les ordures. Alors ensuite, école navale de Brest, école normale supérieure rue d'Ulm. Vous étiez 2e à l'agrégation de philosophie. Ensuite, la Marine nationale. Alors ça, je comprends pas. Vous avez participé à l'expédition de Suez. Il y a eu une expédition militaire à l'époque où Nasser a nationalisé le canal. Et c'est moi qui, quelques mois après, a pris un bateau dans le sud, c'est-à-dire à Djibouti, pour négocier la paix et la réouverture du canal. Ah. Je n'ai pas participé à l'expédition, mais à la réouverture du canal, c'est-à-dire à la négociation de paix. Pas la guerre, mais la paix. la guerre, ça c'est très bien. Alors ensuite, vous devenez enseignant, vous fréquentez Michel Foucault, mais à ce moment-là, vous voyez déjà l'importance que va prendre la communication par rapport à la production. Et vous n'êtes pas du tout en phase avec l'époque, qui est encore imprégnée de marxisme, de structuralisme, et vous faites jeter. Oui, c'est-à-dire le problème, c'est que le dieu qui gouvernait le monde, c'était Prométhée, c'est-à-dire le dieu du feu, c'est-à-dire le dieu de la révolution industrielle. Et puis il se profilait à l'horizon une nouvelle révolution que j'ai vue à cette époque-là. C'était la révolution qui est devenue celle de l'informatique et qui était une révolution portant non pas sur le matériel, comme la révolution industrielle, mais qui portait sur les messages, c'est-à-dire sur l'immatériel. Hermès. C'est ça, c'est Hermès. Le dieu des boutons. Le dieu des foulards. Ah, c'est Herpès, pardon, je crois. Oui. Alors, à ce moment-là, vous partez, vous allez enseigner à la prestigieuse université de Stanford aux États-Unis. Oui, exact. Pendant 40 ans, quoi. Vous avez resté jusqu'en 2013 37 à Stanford. ans, exactement, oui. Et c'est là où, si vous voulez, c'est l'université majeure
de la Silicon Valley. Donc j'ai vécu dans la Silicon Valley une quarantaine d'années et j'ai vu à peu près naître toutes les grandes entreprises. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes élèves ont fondé des entreprises de ce genre. Alors, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous avez publié une 60aine d'essais. L'avant-dernier s'appelle Petite Poussette. Il a été vendu à 250 000 exemplaires. Et le dernier s'appelle C'était mieux avant. C'était mieux avant. Voilà, c'est le 3e livre le mieux vendu en 2017, puisqu'il a vendu déjà plus de 100 000 exemplaires. Alors, vous expliquez en gros qu'après l'écriture et l'imprimerie, nous vivons une 3e révolution et que tout va changer. Qui va-t-on décapiter, Michel? C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous vous souvenez qu'à l'époque où Paris s'appelait Lutèce, on avait assisté à la décollation de Saint-Denis. Vous vous rappelez de ça? Lorsque vous allumez le matin votre ordinateur devant vous, n'oubliez pas que c'est votre tête, que vous appelez Saint-Denis. C'est-à-dire que dans l'ordinateur, il y a de la raison, des moteurs de recherche, des images, c'est-à-dire l'imagination, et une infinie mémoire. C'est vrai. Et par conséquent, c'est votre tête. Alors, la question est de savoir ce qui reste sur une tête décollée. Bien, très bien. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste point levé. Alors Michel, C'était mieux avant, aux éditions du Pommier, c'est la suite de Petite Poussette. Évidemment, c'est une formule ironique pour démontrer le contraire. Alors, face au déclinisme de Michel Onfray, d'Éric Zemmour, de Finkielkraut, vous apportez un message d'espoir aux jeunes générations. C'est pas commun. Mais c'est d'ailleurs, quand je dis c'était mieux avant, ça tombe bien, avant j'y étais. Oui. Et avant, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-tung, rien que des braves gens. Oui. Ces braves gens-là ont fait une guerre qui a fait 45 millions de morts à peu près, sans compter évidemment la Shoah, le goulag, etc. Et actuellement, on parle d'un monde violent, d'un monde plein d'attentats, etc. Mais il n'y a pas photo, au point de vue du nombre de morts, vous voyez. Il y a peut-être un truc qui était mieux avant, quand même, regardez. Question mode. Vous préférez la photo de gauche ou la photo de droite, Michel? Écoutez, je suis un hétérosexuel militant. Oui. Alors, dans votre livre, vous parlez effectivement des guerres, on venait d'en parler, des maladies. Oui. C'est vrai qu'avant, il y avait des maladies terribles, que depuis l'invention de la pénicilline. C'est très simple. J'ai eu une tante qui, dans les années 52 ou 3, est morte d'une méningite. Oui. Et un mois après, je rencontre le médecin qui l'avait secouru à son agonie dans la rue. Et il me dit, pauvre Michel, maintenant on a la pénicilline, ta tante serait simplement 8 jours de fièvre et de la pénicilline. Et donc les maladies infectieuses ont reculé. Alors l'alimentation, vous dites que l'alimentation s'est améliorée évidemment, parce que en tous les cas elle est sans doute plus saine, même s'il y a des problèmes avec Lactalis, c'est quand même plus sain. Le sexe. Le sexe a beaucoup changé. Savez-vous qu'à mon époque, si vous voulez, les femmes n'avaient pas le droit de vote, premièrement, et deuxièmement, n'étaient pas députées, donc, et d'autre part, avaient besoin de l'autorisation du mari pour signer un chèque à la banque. Oui, c'était le bon temps. Ça a changé. Elle était mineure, donc. La majorité des femmes a été accueillie à ce moment-là. Oui, nous vivons une période exceptionnelle, voire paradisiaque de l'histoire. Oui. Et nous n'en avons pas conscience. C'est vrai qu'en France, on a plus tendance à dire c'est pas mal que c'est bien, quoi. Oui, c'est un pays comme ça. C'est la culture de la litote, c'est normal. Oui. Mais je ne sais pas, Rodrigue dit à Chimène, va, je ne te hais point. Oui. Ça veut dire je t'aime à la folie. Je t'aime, il dit je te hais point. Oui, c'est très juste. Cette culture fondée sur la critique, ça date de Voltaire. Et c'est vrai que le Candide, par définition, c'est l'imbécile, quoi. Oui. Voltaire, grâce à Candide, jette l'opprobre et le ridicule sur toute personne qui paraît optimiste. Par conséquent, comme je parais optimiste, je parais un imbécile. Je veux bien, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais quand même, le pessimisme, ne sert à rien, et l'optimisme sert aux jeunes générations. Et puis, d'autre part, ceux qui disent « c'était mieux avant », disent « j'étais parfaitement satisfait du monde que j'ai reçu, que je n'ai pas fait. Mais je suis parfaitement pas satisfait par le monde que j'ai construit. » Eh bien, bravo. Bravo. Alors, mais... Ici la voix.
Thierry, les chiffres viennent de tomber. Le QI de Michel Serres est supérieur à la somme des QI présents sur le plateau, moi y compris. Vous connaissez votre QI? Le QI n'est pas une bonne définition, je crois. Ah bon? Non, la bonne définition, c'est le QE. C'est-à-dire? Le quotient érotique. Ah, ben voilà. Michel, je vous laisse la philosophie, ne me piquez pas les blagues de cul. Alors, ce que vous dites, en fait, c'est vrai, les Français sont jamais contents, mais si les Français arrêtent de se plaindre, quel plaisir va-t-il leur rester? Parce que c'est c'est un sport national quand même, Michel, oui, non? il y a le plaisir d'amour, le plaisir de la table, etc. Ouais. Ce n'est pas rien parce que justement, nous étions devenus champions toutes catégories dans ces matières-là. Oui. Et bien, alors, continuons. Alors, est-ce que vous pensez que c'était mieux avant, Aurore? Moi, je pense que c'est bien de vivre dans un monde avec Michel Serres, surtout. Oui. C'est ma petite fille. Michel est en train de la serrer, t'as vu? Mon père était dragueur. Michel, est-ce que, fondamentalement, l'écologie et le capitalisme ne sont pas antinomiques? Parce que le capitalisme n'a pas de fin. Ce qu'il faut, c'est l'enrichissement des gens, machin. Bon. L'écologie, ça serait accepter une certaine décroissance, de vivre en dépensant moins d'énergie, etc. Est-ce que c'est pas antinomique? Non, non, c'est pas le plus et le moins, c'est l'autre. C'est-à-dire, chaque fois qu'on passe d'un autre côté de la culture, ce n'est pas ni plus ni moins, comme le disait le progrès autrefois. C'est une sorte de cassure qui fait qu'on invente autre chose. Alors, Michel, vous êtes vraiment le symbole du terrien, quoi. Comment êtes-vous devenu un terrien? Oui, le 17 septembre 1989, j'ai eu la chance et le malheur de subir ou d'être là au moment du grand tremblement de terre de San Francisco de 7,2 sur l'échelle de Richter. The big one. C'était extraordinaire. C'était une expérience à la fois tragique, mais enthousiasmante, parce qu'on était là, enfin, sur un événement rarissime. Et la plupart des gens ne savent pas qu'un tremblement de terre, ça peut durer plusieurs semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc initial et ensuite des répliques. Alors évidemment, ces répliques peuvent être aussi fortes que l'autre, mais en général sont plus faibles, 4, 5, 6, 6, 5, 5, 5, etc. Et peu à peu, on s'accoutume à ces répliques. Et nous devenons nous-mêmes, avec le corps, d'assez bons sismographes. Et tout d'un coup, il y a un tremblement de terre, on dit, tiens, c'est du 4-7. Alors, on appelle un copain, on lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Oh, il dit, c'est plutôt du 4-8, plutôt de... etc. Alors, on attend le verdict des scientifiques, évidemment. Mais au bout d'un certain temps, on devient très, très bon. Ah oui, on est un terrien, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, l'harmonie du corps avec la terre recommence. Tout d'un coup. Vous êtes un terrien, voilà, au sens propre du terme. Alors, vous avez déclaré « J'aimerais être la sage-femme du monde à venir ». Oui, oui. D'abord parce que c'est femme, et que vous avez remarqué que j'ai intitulé mon précédent livre « Petite poussette » et non pas « Petit poussé ». Vous savez pourquoi? Parce que la plupart de mes meilleurs étudiants, pendant toute ma vie, étaient des étudiantes. Mais d'autre part, c'est vrai que dans une bascule de culture complète comme aujourd'hui, dont la comparaison peut être à peu près la Renaissance, après le Moyen-Âge, un truc comme ça, l'essentiel, c'est faire advenir le monde qui vient. Oui, voyez, l'accoucher. Et l'accoucher. C'est-à-dire, il va être complètement inattendu, complètement imprévisible, complètement pas comparable à aucun monde avant. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'aimerais l'avoir eu comme prof à l'université. Ça fait du bien, hein. Ouf, tu as l'impression d'avoir pris un bon bol d'air, là. T'inquiète pas, ça va redescendre avec Reichmann. Non. Non, c'est rigolo parce que la dernière fois, en fait, que je suis venu dans votre émission, il y avait Monsieur Vauquier à côté, et ben là, ça change totalement. Ah ben oui, complètement, oui. On alterne toujours. Un génie, un con, un génie. Bien, on va faire maintenant une interview multistar.
Patrick Sébastien, vous pensez quoi de l'état actuel de la télévision? Tu vois, je vais te dire un truc, mon Thierry. Putain. Non, arrêtez, c'est sérieux, bordel, putain, c'est sérieux. Putain, j'ai l'impression qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Putain, on est cul serré. Et Chiappa retire la balayette, putain. C'est pour ça que dans mon émission, le grand cabaret bonheur des années carnaval, c'est fou. J'aurai les sœurs Vodka Pomme. C'est deux jumelles qui n'ont pas le même âge. Il y en a une qui est russe, l'autre qui est togolaise. La russe, elle lit à une blague carambar et c'est l'autre qui rigole. On l'a fait, on répète, on était sur le cul. Sur le cul. Geneviève de Fontenay. Oui. Ça vous fait plaisir de voir votre Lolo? Ah oui, j'aime bien Lolo, oui. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas vu, mais il m'appelle plus. Il préfère toucher la jupe de Nolwenn que de me remettre le chignon. Hein? Et plus je vieillis, plus les gens pensent que je perds la boule, alors que c'est des conneries. Bonjour monsieur, vous attendez le bus? Allez, tous au bunker, il y a les Allemands qui sont porte de la chapelle. Karl Lagerfeld, est-ce que Jérôme Commandeur vous inspirerait pour la création d'une ligne de vêtements? Moi, personnellement, je ne m'en occuperai pas. Parce que... Bon, Jérôme, il y a une marque de vêtements que je trouve qui pourrait très bien l'habiller, c'est Quechua. Vous savez, ils ont fait une ligne de toile de tente en nylon mauve en 2014. C'était pour les campeurs, ça lui ira très bien. C'est bien. Ah, tu l'as bien, celui-là. Amanda Lear, vous êtes en fin de retour dans Salut les Terriens après toutes ces années. Bonjour à tous, bonjour Thierry, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour aux autres, pardon, excusez-moi. J'ai un chat. Non, une chatte. J'ai un gros matou dans la gorge. C'est normal, c'est la saison. Écoutez, j'étais très heureux de voir Marlène Schiappa de près. Moi, je peux dire qu'en termes d'égalité femmes-hommes, c'est un problème que j'ai personnellement résolu depuis bien longtemps. Alors Jérôme, est-ce que comme à l'époque de Graines de Star, vous pourriez me faire, parce que j'adore ça, un petit bout de Eros Ramazzotti? Ok, si vous voulez. Allez, ouais. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non si potrebbe far altro di chiedere la carità. Ouais, bravo! Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre T'étais où de la semaine? Christine Bravo, bonsoir. Alors c'est génial de s'appeler Bravo, parce que toute votre vie, vous avez cru qu'on vous félicitait pour votre travail. Quand on vous disait Christine Bravo, vous pensiez que vous avez fait un truc bien. Vous êtes quand même la seule animatrice à avoir réussi à tenir 30 ans à la télévision. De moins en moins. Sans coucher. On m'a pas beaucoup proposé. Alors ça fait 30 ans que les téléspectateurs vous voient vous marrer à la télévision. Voilà, vous marrez. C'est parce que vous êtes vraiment entouré de gens qui sont drôles tout le temps ou parce que vous prenez beaucoup de drogue? Je me marre parce que je me marre, parce que la vie me fait rire. À l'époque de Froufrou, on me reprochait de trop rire. Oui. Comment dans cette société où quand même les gens sont pas forcément tous en bonne santé et ont pas forcément tous beaucoup d'argent, comment peut-on reprocher à quelqu'un de rire? De rire. Alors, dans les gimmicks qui ont fait votre légende, Christine, il y a effectivement le rire, avec les yeux plissés comme ça, ce qui fait que les gens ne savent pas la couleur de vos yeux. En fait, ça y est, là, on voit mieux. Vert. Et puis, il y a aussi le doigt. Le doigt. Ah, le doigt, c'est un peu comme ça, d'ailleurs. On regarde. L'image de la semaine. Bien oui, Maurice, c'est un petit cadeau et en même temps une expérience. Voici des images étonnantes. En collant ses fesses contre son poste télé pendant l'émission de Christine Bravo, on peut arriver à se faire mettre facile une bonne vingtaine de doigts dans le cul. J'en connais une qui aurait besoin d'un petit encouragement un petit peu chaleureux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Christine Bravo? C'est assez difficile de rester digne après ça.
Alors le problème, Christine, c'est que ces derniers mois, on n'avait plus de nouvelles de vous. Non, ça, c'était pas un problème. La semaine dernière, Paris Match posait la question qui est sur toutes les lèvres. Que devient Christine Bravo? Réponse, vous avez quitté les grosses têtes en novembre 2016 pour aller faire un tour du monde. 5 mois de tour du monde. Et vous avez publié les photos sur Instagram. Alors on voit la Thaïlande, là. La Malaisie. L'Australie. Les Philippines. Et puis la fin du tour du monde, quoi. Alors, en gros, vous êtes parti pourquoi? Vous étiez fâché avec Laurent Ruquier, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis partie parce que j'en avais marre d'être à Paris, en France. C'était le mois de novembre. Il faisait froid, il faisait gris. Ça revient souvent, hein, cette histoire d'hiver. Vous êtes parti avec Clara. Ouais. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, on s'en va. Là, vous êtes revenu. Eh oui. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le... Non, ça tombe très bien parce que C8 vous consacre une soirée hommage. Alors, il y a donc la télé de Bravo à 21h pendant 2 heures et à 23h. Il y a la rediff du froufrou Pierre Arditi, qui était quand même le 25 décembre 93, c'est pas d'hier, mais qui était quand même culte, quoi. J'ai revu donc des extraits et je me dis, mais quelle liberté on avait! Foufou, par son jupon la femme. Foufou, foufou, de l'homme trouble l'âme. Foufou, foufou, certainement la femme séduit surtout par son gentil froufrou. Voilà, Foufou, c'était toute une époque. Il y a eu des séances, moi je ne vais pas raconter notre vie, mais c'est vrai qu'il y a un jour, donc première réunion de rédaction, moi j'étais le producteur, j'arrive dans le bureau, il n'y avait que des filles. Moi j'étais là, je me faisais tout petit, tu vois, bon. Et à un moment, elle commence à parler de l'épisiotomie en disant, tu te souviens chérie, on est resté 15 jours avec les pattes écartées devant un sèche-cheveux. Et moi j'avoue que je ne savais pas ce que c'était l'épisiotomie. Mais tout le monde sait ce que c'est. Maintenant, oui. Pour moi c'était un autre monde. Alors, vous dites en parlant des chroniqueurs, de vos chroniqueuses, que vous aviez un niveau d'exigence absolu, et c'est vrai qu'elles étaient très bonnes, contrairement, dites-vous, aux pseudo-chroniqueurs d'aujourd'hui. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est... On allait les chercher dans la presse écrite, beaucoup. Et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule personne sur ce plateau qui n'était pas spécialisée dans un domaine, mais reconnue dans un domaine. Et des filles qui écrivaient formidablement bien. Alors, dans Froufrou, il y avait l'instit, c'était vous, la grosse, la vieille, la bourgeoise, la sérieuse, la jolie. Moi, je voulais mettre la maîtresse SM, mais personne n'a accepté. On s'entendait vraiment bien. Pas toutes, pas toutes. Toutes. Non. Toutes. Non, tu me disais à l'époque, elle, je peux pas la saquer. Toutes. Tu veux que je te dise un nom? Ouais. Dubois, tu me disais, je peux pas. Ah ouais, ça c'est vrai. Laurent, tu aurais dit Tina Kieffer, elle t'aurait dit, ça c'est vrai. Non. C'était mon deuxième biscuit. Alors Christine, maintenant vous pouvez le dire parce qu'il y a prescription, laquelle disait le plus de mal de moi? Attends que je les regarde. C'est pas Cochet, là, en haut à gauche? Non, à Cochet, elle disait du mal de personne. Je pense que c'était moi. Ouais, parce que Cochet, elle disait du mal de moi, parce qu'un jour, j'avais dit à la télévision, comme dirait Laurence Cochet, qui était une bourge absolue, comme dirait Laurence Cochet, la sodomie relance le couple. Oui. Elle m'a appelé en disant, mais comment peut-tu... J'ai dit, Laurence, tu me l'as dit. C'était vrai, elle l'avait dit. Mais elle l'avait dit. Bon, alors, Christine, dans le dossier de presse de la télé de Bravo, il y a écrit la plus incontrôlable des animatrices. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est une personnalité, c'est pour ça qu'on vous aime. Oui. Voilà. Et il y a un moment que je ne connaissais pas, qu'on a retrouvé en préparant cette émission, où là, quand même... Quoi? Ah là, c'est quelque chose. On regarde. C'est que ce connerie encore. Pendant que les étoiles chantaient, eh ben nous, on avait un petit dessin de Wolinski. Je te crois pas. Je te crois pas. C'est pas possible, ça. Ils ont pas pu faire un truc pareil. On n'a même pas dit que l'émission continuait. Après Soir 3.
Eh non, mais là, il faut faire un scandale à l'antenne. Hein. Non, mais je veux dire, il faut hurler sur un coup comme ça. Non, alors là, je le prends très mal. Hein. Attends, tu as annoncé que tu étais 1h30 sur l'antenne. Donc, Soir 3 est en train de téléphoner partout au BP en disant... Écoute, j'étais dans les temps. On était en avance. Christine, laisse... Moi, je suis scandalisée. Scandalisée. Voilà, alors là, il y a le mec, on sent l'apparatchik du service public. Donc il arrive, et le mec, il dit Christine, Christine, comme ça, et toi, t'es là, t'en as rien à foutre, t'es en direct et tu les niques. D'abord, je savais pas... Parfait. Alors, Christine, vous pensiez que pour vous, la télévision, c'était terminé. Vous disiez d'ailleurs, il faut que je trouve une autre façon de gagner ma vie, il faut que je change de vie. Lorsque vous étiez en Birmanie, et là, Philippe Tullier vous appelle et vous dit, Chérie 25 veut faire une 5e saison de Sous les jupons de l'histoire, qui est le samedi à 14h20, qui est la meilleure audience de la chaîne. Ah, je l'ai faite avec Nolwenn, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Il est trop bête. Donc, ça y est, vous avez du boulot, vous n'allez pas être obligé de changer de vie parce que, comme vous disiez, vous aviez épuisé vos économies. Mais vous avez une retraite dans votre boulot? Oh putain, tu sais pas la meilleure? Non. J'ai demandé combien j'allais gagner. Bah oui. 1 000 € par mois. Oh putain, t'as travaillé toute ta vie, on te filait 1 000 €? 1 000 €. 1 000 € par mois. Les je peux gigolos sont même emmerdants, pas là, payer là, les là. croquettes de mon chat parce que j'achète des croquettes de marque. Il achète des croquettes Hermès, ton chat? Il est vegan, le chat. Non, mais 1 000 € par mois, comment vous dire? Je sais très bien qu'il y a des gens qui vivent avec 1 000 € par mois, mais vous n'allez pas me dire qu'ils vivent bien. Et c'est vrai que j'ai été étonnée, mais pareil que dans nos métiers, quand on a été, puisque vous m'avez payé quand même en cash et au noir pendant pas mal d'années. Il y a prescription, hein. C'est en 92, 93, donc... Un petit contrôle s'impose quand même. Alors, Christine, vous avez déclaré, moi, je suis célibataire, je ne veux pas d'homme à domicile et je ne couche que le premier soir. Oui. Est-ce que oui. Est-ce que vous envisagez de vivre avec un homme, voire de vous remarier dans l'avenir? Parce que, non? D'abord, j'ai oublié ce que c'était. L'amour. Ouais, je sais, c'est terrible. Non, je déconne. Non, mais attends, Putain, on y a cru. Mais bien sûr, on était émus. Pour moi, c'était crédible. Ah ouais? J'étais dedans, enfin, je plaisante. C'est pas mieux. Christine, vous dites que c'est la télévision qui vous a voulu blonde, en fait. Hein, ah oui, c'est la télé, hein, c'est grâce à la télé ou à cause de la télé. Vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview blonde. Que boit la vache? Merde alors. Qu'est-ce qu'elle boit, la vache? De l'eau. De l'eau. Il m'a soufflé. Combien de couples d'animaux environ Moïse a-t-il emmené sur son arche? Combien de couples d'animaux? C'est pas Moïse. 2 couples seulement. Bah, 2 couples de chaque. Ah oui, de chaque. D'accord. Moïse. Ah merde. C'est Noé, bon, ça va. Mais non, je te l'ai dit. Non, tu le suceras après, fini. C'est pas vrai. Combien de mois dans l'année possède 28 jours? Bah, tous les mois. Bravo! Votre panier, un panier avec 5 pommes, vous en prenez 3, combien en avez-vous? Attends. Elle arrive avec 5 pommes. Alors, attends. Vous en prenez 3. Amenez-moi les pommes. Combien en avez-vous? J'ai un panier avec 5 pommes. Ouais. Vous en prenez 3. Combien en avez-vous? Bah, j'en ai 5 si j'en prends 3. Non, vous en avez 3.
J'ai rien compris. Alors attention là. Un avion s'écrase à la frontière franco-autrichienne. Oh la vache, putain. De quel côté doit-on enterrer les morts? Non, attends. Un avion s'écrase à la frontière franco-autrichienne. De quel côté? Il s'écrase, l'avion s'écrase sur la frontière. Sur la frontière? Ouais, de quel côté doit-on enterrer les morts? Ils sont pas enterrés tout seuls quand ils s'écrasent. Non. Il faut les enterrer d'un côté ou de l'autre. Non, parce que quand l'avion s'écrase... Il s'est écrasé sur la frontière franco-autrichienne. Qu'est-ce qu'on fait? Franco-autrichienne? Oui. Il n'y a pas de frontière. Bravo! Oh là là! On continue après la pub. À tout de suite. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Quel accueil! Il y a de plus en plus de Belges, Thierry, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus que des Belges, il n'y a plus que qui nous font rire. Bah, c'est déjà pas mal. Allez, on se lance, l'actualité politique française. Macron veut réorganiser l'islam de France. Alors, pourquoi pas? Il n'est pas si mal placé que ça. Des gens qui se mettent à genoux 5 fois par jour, ça lui rappelle Christophe Castaner. Cela étant, si Macron fait réécrire le Coran comme il a fait réécrire le Code du travail, les musulmans en France, ils vont vite se mettre à prier en direction du MEDEF et à crier Jupiter ou Akbar. Emmanuel Macron était une fois de plus en visite à l'étranger cette semaine. Il s'est rendu en Corse. L'occasion de mettre en lumière l'île de beauté avec notamment ce sondage. 74% des Français sont opposés à l'indépendance de la Corse. Et on va le voir sur ce graphique. Donc seulement 26% des Français ont répondu qu'ils étaient favorables à l'indépendance. Car c'est la question que leur a posée le sondeur de BFM TV. On voit que les chiffres évoluent. Si c'est un indépendantiste corse qui pose la question, hein, là c'est toujours 26% de pour, seulement 52% de contre et 22% préfèrent ne pas se prononcer dans ce cas-là. C'est normal. Et c'est encore plus flagrant quand c'est un indépendantiste corse cagoulé qui vous pose la question. 100%. C'est l'événement de la semaine, Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport définitivement enterré. Le gouvernement français a encore fait mieux que la Malaysian Airlines en faisant disparaître non pas un avion, mais tout un aéroport. Et avec l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, c'est officiel, Jean-Marc Ayrault n'aura définitivement rien réussi dans sa vie. Recherché par la police, le fichier S était en fait un voisin de Gérard Collomb. Et ouais, ça, la grosse info, c'est que Gérard Collomb, apparemment, il n'était pas à la fête des voisins l'année dernière, hein, sinon il l'aurait repéré. Mais ça peut arriver à tout le monde. Parfois, on cherche ses clés et puis on se rend compte qu'elle est dans sa poche. Et du coup, je me dis, peut-être l'avion de la Malaysian Airlines, est-ce qu'ils ont pensé à regarder sur la piste de l'aéroport de Kuala Lumpur? Chercher ses pieds, elles étaient dans sa poche. J'ai cherché dans ma poche droite et elles étaient dans la poche gauche comme un con. Voilà. Je les ai retrouvées à la fin du film. Et voilà. Sécurité avec cet article surprenant. Alors, ça, j'ai découvert. En 3 mois, 3 agents chargés de garder l'Élysée auraient ouvert le feu par erreur. Alors, par erreur à l'Élysée, alors ça pourrait expliquer pourquoi dans l'entourage du président on a retrouvé quelques trous de balles, mais... Les plus raffinés, elles vous font marrer. Hein. Ouais. Et quand on lit l'article, en fait, on apprend que les 2 premiers coups ont troué la guérite où ils montaient la garde et le 3e homme, il serait tiré une balle dans le pied. Et là, on pense quand même que ça pourrait être François Bayrou. People. On commence par un hommage à Lyon. C'était hier, les obsèques de Paul Bocuse ont eu lieu à la cathédrale Saint-Jean. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de plaisanter là-dessus. Hein, j'ai souvent peur de faire du mauvais goût. Et faire du mauvais goût, justement, ce serait pas rendre un bel hommage à Paul Bocuse. Alors, il souffrait de la maladie de Parkinson. Voilà. Alors, c'est vrai, son décès est donc une triste nouvelle pour sa famille. Plutôt une bonne nouvelle pour l'assaisonnement de ses plats, du coup. Non, C'est vrai qu'à la fin, il faisait plus que des maillots, le pauvre. En tout cas, il montait bien les blancs en neige. Et hommages, évidemment, sont tombés de partout pour Paul Bocuse, notamment celui de Nicolas Sarkozy. J'ai toujours beaucoup de respect pour quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a traîné encore plus de casseroles que moi.
People encore, le salaire de Natacha Polony sur Europe 1 a fait polémique cette semaine et on a appris que Natacha Polony avait été payée l'an dernier 27 400 € par mois pour sa revue de presse. Le plus fou, c'est qu'en gagnant une telle somme, elle continue à se couper les cheveux toute seule. Allez, les brèves. Un avion rempli de plombiers contraint de faire demi-tour à cause d'un problème de toilette. Alors, je vous livre l'info comme elle est là, et c'est vrai qu'elle commence un peu comme le pitch d'un excellent film porno, hein, un avion rempli de plombiers, et qu'elle se termine comme le pitch d'un très mauvais film porno à cause d'un problème de toilette. Horn, un handicapé condamné pour avoir agressé un autre handicapé. Alors ça, partout ailleurs, on appelle ça un clash de rappeurs. Allez, la culture. Je vais relever le niveau. Enfin, j'espère. Oui, Chaque oui, semaine, je propose de visiter un musée ou une exposition. On était à Nice, d'ailleurs, la semaine dernière, dans le musée d'art moderne. Et on va à Saint-Étienne cette semaine, l'un des plus importants musées d'art moderne de France. Et jusqu'au 8 avril, c'est une star qu'on expose, c'est Anish Kapoor. Anish Kapoor, artiste plasticien britannique, né d'un père indien et d'une mère née à Bagdad d'une famille juive, un juif irako-anglo-indien. Son acte de naissance, ils l'ont pas déposé à la mairie, ils l'ont directement déposé à l'ONU. Anish Kapoor, on le connaît surtout évidemment pour cette œuvre exposée dans les jardins de Versailles, appelée Le vagin de la reine. Heureusement qu'il n'a pas fait le clitoris de la reine, sinon les visiteurs masculins n'auraient jamais trouvé l'œuvre. Mais il y a également d'autres genres d'œuvres ici. Alors, bon, il ne s'agit pas de l'anus du roi, bien évidemment, mais œuvre intéressante, hein, quand on sait que l'artiste a acheté cette couleur. C'était en 2016, Anish Kapoor a acheté le noir le plus intense au monde. C'est sa couleur, elle lui appartient. Et je crois que Nadine Morano était également intéressée par acheter cette couleur, histoire de pouvoir dire non, je ne suis pas raciste, j'ai moi-même une couleur plus noire qu'un noir. Mais l'exposition à Saint-Étienne porte sur une autre couleur, et ce n'est pas le vert, c'est le rouge. Elle s'intitule My Red Homeland, avec notamment des œuvres comme celle-ci. Alors c'est violent, et on se dit que si effectivement il l'avait posé dans le vagin de la reine 5 jours par mois, ça nous aurait fait rigoler. Et c'est pas la plus raffinée. Autre pièce de l'expo, voilà, une œuvre qui n'est pas sans rappeler le foie de Gérard Depardieu. Et voilà, ça c'est très très joli aussi. Oui. C'est une œuvre d'anticipation. Il s'agit de la crémation de Michou. Et c'est bientôt fini, Arditi, je vous promets. Après, je m'en vais loin. C'est pathétique. Oui, je le sens, je le sens. Alors, allons-y. Et enfin, voilà, cette œuvre qui est assez jolie, c'est un canon qui semble envoyer directement du sang. C'est assez joli. Et je pense même qu'Anish Kapoor accepterait de vous le prêter, monsieur Estrosi, pour la prochaine visite d'Éric Ciotti à la mairie de Nice. Allez donc tous au musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Bravo! Vive les Belges! C'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et en tournée dans toute la France. Et maintenant, on passe à noter au top de la semaine. Philippe Etchebest et Jean-François Piège, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau ce soir deux grands chefs, deux top chefs. La cuisine est sans doute le dernier secteur où la France est encore compétitive dans le monde, avec le retard des trains. Et si aujourd'hui la France a encore sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est grâce à des gens comme vous. On vous applaudit, bravo. Alors vous êtes ici ce soir pour la saison 9 de Top Chef, où vous interprétez Good Cop, Bad Cop. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Ça commence mercredi 31 janvier. Très, très beau casting. Il y a vous deux d'abord. Il y a Hélène Darros, il y a Michel Saran, il y a Marc Vera, il y a Yannick Aleno, il y a Joël Robuchon, il y a Cédric Grolet, mon chouchou. Il est génial. Il est absolument génial, hein, Cédric, vraiment. Hein, c'est le chef pâtissier de l'hôtel Meurice.
qui fait des gâteaux absolument incroyables. Donc un très beau casting. Ici la voix. Oui. Thierry, vous avez déjà table ouverte au Meurice. C'est pas la peine d'en faire des caisses sur tout le relais. Je paye au Meurice. Rassure-toi, je paye. Tu crois que Ducasse, il va me faire crédit? Non, c'est pas le genre de la maison. Tu connais personne, les Allemands ne payaient pas à l'époque. Ouais, oui. Alors, les candidats sont jugés également par un panel composé des 100 meilleurs ouvriers de France. Hein. Bah, disons qu'on... Non, Jean-François d'abord. Tu vois, t'as rien à dire. Ah ouais. Non, mais c'est comme ça. Vas-y, Jean-François. Non, mais il veut s'amuser. On va s'amuser. Ouais, tu connais. On va s'amuser. Il va s'en prendre un. Moi, je pense qu'avant. D'abord le croque-mort, après le rugbyman. T'as vu, il se rattrape. Il est malin. Il est malin. Il sait que... Il y a 2 nouvelles épreuves qui sont signées pièges. Donc, il y a créé un plat sans aucune matière grasse. Mais comment Absolument. ça, pas de goût? Comment on fait? Ah, si. Ah bon? Si, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu parce que j'ai fait un régime. Ah ouais, bah oui. Ah, c'est inspiré de votre régime. Ouais. Ben, c'est inspiré de la vie, Top Chef. C'est ce qu'on vit quotidiennement et c'est ce qu'on vit dans nos restaurants. Incroyable, et en fait, je ce leur ai demandé, faites-moi un plat sans gras. Ils ont fait des trucs de dingue. Ah ouais? C'est fou, vous avez bien perdu, hein? Ouais, pas mal. Vous avez perdu combien? Allez, 30. Ah ouais. Mais il en reste encore. Mais, en fait, j'ai connu Jean-François quand je faisais mon émission 93 Faubourg Saint-Honoré. Et il faisait un truc qui s'appelait les chromeski. Oh, c'était bon. Ça. Donc, c'était des boules à l'intérieur desquelles il y avait du foie gras liquide. Tous les connards qui venaient chez moi. Ils s'étaient pas prévenus, en fait. Ils étaient pas prévenus, donc ils bouffaient le truc, ils s'en mettaient partout. Et après, oh, je suis désolé. Ouais. Non, ça, c'était bien. On regarde. Alors, c'est Jean-François Piège, donc, du Crayon. Salut. Monsieur, ça, c'est Christophe. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Place du Crayon. Ça, c'est Chromeski de brandade de morue. Oh putain, que c'est bon. T'as vu? C'est un tordu, lui. Hein. T'as vu? C'est bon, ça. C'est liquide à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bah oui, j'en ai envie. Tu vas voir. Je suis gourmand. Tu vas voir. Ah, c'est génial. Ouais, c'est l'un ou l'autre? Non, c'est les deux. Oh non! Oh non! Mais prévenez quand vous faites des conneries pareilles. Oh non! Mets ça dans ta bouche. Échec. Entièrement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit sur ce ton-là, mais bon. C'est exceptionnel. Tu le mets, ça va fondre tout de suite. Ça, c'est délicat. Elle n'a pas confiance. 1, 2, 3. Ouais, ça fond. C'est bon. Faut que ça fonde. Non. C'est bon. C'est comme le Prozac. Comme le Prozac. Il a créé un plat sans matière grasse. Et il y a une autre épreuve, c'est le show culinaire. Alors, c'est vrai qu'en fait, les plats, d'habitude, ils arrivent tout dressés. Et là, ils sont obligés de les dresser devant vous, quoi. Donc, c'est quand même difficile. C'est vrai que c'était assez intriguant parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient vivre. Et on s'est bien marré pour cette épreuve parce qu'en fait, ils étaient stressés, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Bon, faudra la voir. Franchement, c'est à voir. Le gagnant peut remporter 100 000 euros, hein, mais c'est en fonction des pourcentages. Ouais. C'est-à-dire, si tu as 55%, tu gagnes 55 000 euros. Si tu as 65%, combien tu gagnes? J'ai envie de dire 65 000 euros. Ouais, bien, alors. Il n'est pas si comme ça. Bravo, il n'est pas si con. On regarde à quoi ça ressemble. Top Chef revient. Des chefs en parfaite harmonie. Réunis une nouvelle fois sur un moment inoubliable. Un appel pour Madame Darroze et messieurs Etchebest et Sarah. Hello les amis. Coucou. Comment ça va? Je venais aux nouvelles. Tout va bien. On déjeune, tranquille. On se retrouve bientôt pour la nouvelle saison. Le combat des chefs va reprendre. Top Chef revient. Cette année, le combat des chefs promet d'être encore plus exceptionnel, plus intense, plus exigeant, plus palpitant que jamais. Top Chef, nouvelle saison, mercredi 31 janvier sur M6. Bravo! La bande-annonce, c'est top. Hein. Bien. Vraiment, c'est parfait. Hein. Ils sont bons chez M6 pour les bandes-annonces. Hein, ouais. Alors, vous êtes tous les deux grands chefs. Et comme tous les grands chefs, vous avez des plats signatures. Donc, vous, Philippe, c'est le foie gras poêlé. Ah ouais, oui, c'est celui-là. C'est celui-là, non? Ah ouais, c'est celui-là.
Non, non, Gerbos, mais c'est quoi mettez la bonne photo. Ouais. Et vous, Jean-François, c'est le blanc mangé. Aussi. C'est bien. Pas mal, hein. Pas mal. Pareil, pareil. Ah, voilà. Il y a un truc quand même, c'est que depuis la mode des émissions de télé où des chefs analysent les plats des candidats, il y a un nouveau langage qui se fait entendre. Les gens parlent de texture. Nous, on parlait jamais de texture. Ils parlent de croquant, de belle maîtrise, avec un dressage audacieux. Vous pensez pas qu'on est allé trop loin quand même, là, dans le... Non. C'est des analyses qui sont faites par rapport au travail. Après, on s'adresse à des professionnels. Ouais. La purée revisitée. Bah, on revisite tout de toute façon. Hein, ouais. Ouais. Aujourd'hui, les gens ne vont plus au restaurant, ils vont chercher une expérience culinaire. C'est vrai ou pas? Ils ne payent plus l'addition, ils cassent leur PEL. Excellent. Alors les gens, maintenant, au lieu de manger leur plat, ils le prennent en photo pour le mettre sur Instagram. Ah ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du tout. Et vous, ça vous énerve, ça? Il y a beaucoup de chefs que ça énerve. Non, tu rigoles. Non. C'est génial. Ah ouais, moi, je trouve... Non, parce que ça rend pas... En fait, quand les mecs ils prennent des photos, non, Philippe. ça rend jamais... Comme le visuel que tu as sur la photo, attends, tu peux faire un très beau plat et tu vois bien que parfois la photo ça rend rien, c'est moche. Mais l'important, parce que c'est mal pris. La photo d'un plat, il y a une vraie technique pour. Oui, c'est ça. Dans les restaurants maintenant, on fait attention à la lumière parce que si la photo est mal prise, oui. On s'en fout. C'est le restaurant, c'est un moment de partage. Tu partages ce que tu as vécu dans un restaurant, c'est que tu l'as aimé. Et si t'as pas bien fait ton boulot, tu te fais défoncer. C'est une façon aujourd'hui. Ah, c'est autre chose, ça. Ouais. Ça, c'est la ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Autre chose, oui. Non, non. Alors, ce qui est dingue avec les grands chefs, en fait, c'est que vous êtes des stars énormes maintenant en France. Et en fait, la majorité de vos fans n'ont jamais goûté vos plats. C'est-à-dire, un acteur, on voit ses films, un chanteur, on écoute ses disques, mais vous, les gens, ils vous trouvent formidable, mais ils ont pas le pognon, ils ont pas l'occasion d'aller bouffer chez vous. C'est pas vrai. Moi, j'ai 3 restaurants à Paris. Ouais. Au grill, le premier prix de la viande qui est servi, c'est 20 €, c'est un steak frites. Donc, en fait, qu'on vienne au gastro pour manger du caviar, mais il n'y a pas que ça. Okay. Le gastro, c'est le grand restaurant. C'est le grand restaurant. C'est ce que tu chopes après avoir bouffé. C'est bon. Mais en fait, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ces restaurants. Non, évidemment. Tu me diras, c'est comme une star du porno, on peut l'aimer sans avoir couché avec elle en même temps. Et très souvent, les stars de porno sont de très bons sauciers. Alors, c'est vrai qu'à une époque, quand même, cuisinier, c'était un peu la voie honteuse pour ceux qui avaient été mauvais à l'école. C'était ça, on dit, tu seras cuisinier. Moi, je l'ai entendu. Hein. Ouais, si tu travailles pas bien à l'école, tu seras cuisinier comme Jean-François. Cuisinier, ouais, voilà. C'est bon, je l'ai entendu. Sauf que tu as vu un peu... C'est vrai que maintenant, cuisinier, ça fait plus rêver que chanteur, par exemple. Les gens, ils veulent être cuisiniers. Les gosses, par exemple, aujourd'hui, ils refusent les coquillettes jambon. Ils veulent un plat avec une histoire, avec une émotion, avec de la texture, du craquant. Avec Jean-François, on notait les jeunes d'Objectif Top Chef et j'avais fait un plat à reproduire. Et puis, donc le candidat amène son plat, tout ça, et Jean-François il dit mais t'as pas compris l'histoire que voulait raconter Philippe dans son plat. Il dit il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu comprennes ce truc. Alors je regarde, je fais dis-moi quelle histoire j'ai voulu raconter. Parce que je sais pas du tout, j'ai voulu juste faire un plat moi. C'est ça. Spécial dédicace pour Jean-François Piège, Vladimir Cosma, le concert gastronomique, la musique du film L'aile ou la cuisse. Et le grand restaurant, c'est le nom de notre restaurant. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard, d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Quand ils ont leurs problèmes, mais y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait
pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça vaut pas la peine que j'y revienne, faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Bravo! On continue après la pub. À tout de suite. Alors, on va faire une interview qui a fait ses preuves. C'est une classique, en fait. C'est l'interview Alerte Rose, classique. Alors, Isabelle Mergo, est-ce que vous avez besoin d'aimer pour faire l'amour ou faire l'amour pour aimer? Aimer pour faire l'amour. Je suis une amoureuse. Quelle est vous votre savez. première pensée quand vous vous trouvez en face d'un homme séduisant? Pourvu que je lui plaise. En face, hein, pas à côté. Ouais. Pas en levrette, quoi. Alors, en levrette, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est pas obligé de sourire. Hein. Quel est pour vous, Isabelle Mergo, le lieu idéal pour une étreinte? Mais le lit, moi je suis d'un classique. Ah ouais, on me parce met que- sur le bord du lit, déjà je trouve que je perds mes repères. Là. Ah ça ouais, va, le lit, ah ouais, le ça lit. va trop loin. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? S'il y a du monde autour. Ah ouais, là, donc Oh là, non. maintenant. Te bloque pas avec ça. Non, non, je te jure, essaye-le une fois. Faites comme Darmanin, allez aux chandelles. Est-ce que vous préférez un homme qui baise bien, mais qui est infidèle, ou un homme qui baise mal, mais qui est fidèle? J'ai un homme qui baise, elle va prendre. Est-ce que vous préférez un homme qui baise bien, mais qui est moche, ou un homme qui baise mal, mais qui est beau? Qui baise bien et qui est moche, mais de toute façon j'éteins tout sur la lumière. Ah ouais? Alors, Oui, d'accord, vous en foutez en fait. Ouais. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Je préfère draguer. Ah. Est-ce que vous préférez larguer ou faire larguer? Ah, me faire larguer. Larguer, je sais pas. Ah, bah je voilà. sais pas. Je suis trop gentille, alors j'accumule. Ouais, ça explose jamais. Bah, j'ose pas dire. Je suis très lâche. Je suis Ah ouais. très lâche. Est-ce que vous préférez que votre homme couche avec vous en pensant à une autre ou couche avec une autre en pensant à vous? Ah, bah, couche avec une autre en pensant à moi. D'accord. Est-ce que vous préférez regarder votre homme faire l'amour avec une autre ou faire l'amour avec un autre pendant que votre mec vous regarde? Oh là là là. Mais Gérard, ça te file des idées, moi. Là, t'as mis ça rose, interview rose, donc. Ah, mais je pourrais ni l'un ni l'autre. Non, non, mais attends, il faut que tu mettes du tien aussi, parce que sinon, ça va durer des heures. Fais-toi niquer par qui tu veux, comme tu veux, mais tu réponds. Est-ce que vous pouvez préférer prendre un petit déjeuner en chemise de nuit dans un jardin avec le cousin de votre beau-frère, ou est-ce que vous préférez manger de la choucroute avec votre tante Adèle? Gérard Jugnot, il a tout compris. Est-ce que pour vous, Isabelle Mergo, embrasser, c'est tromper? Oula. Ah oui. Ah ouais. Bah Si vous oui. roulez une pelle à Dany, par exemple... Ce serait tromper la personne avec qui je suis, mais je suis Mais une vous êtes personne. personne, alors, voilà. Non, mon chouchou, c'est Laurent. Mon chouchou, c'est Laurent. Ah, Laurent! On baiserait peut-être pas bien, mais on se marre. Ah, ça, c'est sûr. Bonsoir. Ça va? Putain, ils sont tous partis, les pistons. Ah bah, t'as vidé la salle, tu vois. merde. Bah ouais, je vais te dire, Faut ils ont qu'ils peur arrêtent de de toi. bouffer, ça commence à se voir. Hein. Ah ouais, tu les gonfles, hein, c'est Moi, sûr. je suis resté pour toi, Jean-Marc. Il y a Ah, Laurent c'est qui est gentil, là. mais toi, je t'aime. Faux cul. Et c'est quoi cette entrée de merde là, que tu nous fais là? Bah. T'es au tot, non, on vaut mieux que ça qu'on est de merde. Ah bon? Si, moi, Ah, je attends, veux. ok. Toi, j'en sais rien, mais moi, je veux Ok, mieux que ça. alors. Et maintenant, nos au top du top. C'est tout? Quoi? Attends, ça va. attends, au-dessus du top. Écoute, ouais. Eh, bouge-toi le cul, Ardisson, là, ça va? On vient jamais. Ouais, il y a la fiche rouge, sinon. C'est la fiche des stars internationales. C'est ça que tu veux? Oui,
on va dire ça, non? Bah, ta gueule. Mais si, on va dire ça. Ok. Il est au top du top de la mort de ouf. Merci, merci. C'est gênant. Jeff Panacloc et Jean-Marc. Ça, c'est cool. Bon, alors, j'imagine, Jean-Marc, que si je vous présente comme la marionnette de Jeff Panacloc, vous allez me faire un Anniva qui... Ouais, je suis grande. Qui est grand je suis reporter grande de guerre. marionnette de guerre. Hein. Ah ouais, de guerre. Hein, grand j'en ai reporter. pris des olieux dans le cul. Hein. J'ai un truc pour vous présenter tous les deux. Il insulte tout le monde, il parle de cul tout le temps, mais tout le monde l'adore. Macron. Merci Jean-Marc. Je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Et voilà. Alors, Jeff et Jean-Marc, notre premier spectacle, donc Jeff Panacloc perd le contrôle. Ici la voix. Oui. Tu vois, Thierry, moi aussi, je peux faire parler un connard. Alors, Jeff Panacloc et Jean-Marc, votre premier spectacle, Jeff Panacloc perd le contrôle, a été vu par plus de 500 000 personnes en salle et 5 millions de gens sur TF1. Désormais, vous êtes sur le podium des poids lourds. Aujourd'hui, vous revenez avec un deuxième spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque pour 3 mois au Théâtre des Variétés, en tournée dans toute la France. Alors, le principe est toujours le même. Il y en a un qui parle avec son ventre et l'autre qui parle avec sa bite, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Je fais parler mon zizi. Alors, la nouveauté, Jeff, quand même, c'est que maintenant, en dehors de Jean-Marc, il y a 2 nouveaux personnages. Il y a Nabilouche et il y a Jackie. Tout à fait. Nabilouche, c'est la petite amie de Jean-Marc. Oui. Mais c'est vous qui lui mettez la main dans le cul, quand même. Oui, on peut dire ça comme ça, techniquement, mais elle est, en vrai, elle est dans le dos, l'entrée. Jean-Marc, quand Jeff parle, on voit tes lèvres qui bougent. Ah, pardon. J'essaye de me planquer. Nabilouche, c'est Nabila, quoi. Au début, on est parti de Nabila, mais c'était il y a 4 ans quand on a créé ce personnage, et puis après on s'en est éloigné petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on revient dedans. Oui, si on te dit, on revient dedans. Alors, il y a aussi Jackie comme nouveau personnage. Tout à fait. Alors, lui, c'est un fan de Johnny, hein. C'est un vieux rocker, quoi. Ouais, c'est un vieux rocker, un vieux technicien qui a bien roulé, Et surtout, il t'y colle. Et c'est ça qui est rigolo. Voilà. J'adore. Alors, comme vous, d'ailleurs, il rêve de rencontrer Johnny Hallyday. Vous, c'était vraiment votre rêve, en fait. Vous, ouais, c'est vrai. Vous aviez dit, quand je serai grand, je serai connu, et quand je serai connu, je pourrai rencontrer Johnny Hallyday. Ouais, je suis allé voir son concert, son dernier concert à Bercy, et j'ai un ami qui m'a dit, oui, je tourne la captation du concert, est-ce que tu veux que je te présente Johnny dans la loge? J'ai dit, bah non, je vais pas aller le déranger, et voilà, j'aurais peut-être dû y aller ce jour-là. Ouais. Alors, l'avantage de Jackie, ce nouveau personnage, c'est qu'en fait, ça vous permet d'aborder des sujets un petit peu plus graves qu'avec cet abruti. Toi-même. Connard. On voit ton oreillette. L'autre, il a un tentacle dans l'oreille. Ça se voit. Hein. Toi, ta gueule, t'as un bras dans le cul. Ah oui, merde. Non mais, sérieusement, c'est vrai, Jackie, il a un fils homo, par exemple, c'est difficile d'en parler avec Jean-Marc. C'est vrai que c'est plus compliqué d'en parler avec Jean-Marc, mais c'est aussi difficile d'en parler avec Jackie parce que il a fallu trouver les bons mots et voilà, bon, on en parle, on aborde le c'est sujet. Génial. Ah non, mais moi j'ai vu le spectacle, les 2 nouveaux personnages sont hyper réussis, c'est-à-dire que maintenant vous avez une vraie ménagerie, on pourrait dire. Hein. C'est ça. Il va vous falloir un 3e bras bientôt, non? Oui, tout à fait, ouais. Mais je l'ai, je te l'ai traité. Ah oui, il a un d'accord. 3e bras, il pourra faire Jackie et Michel. Laurent Baffy, on regarde à quoi ça ressemble. Avez-vous déjà réalisé vos rêves? Contre-attaque au Théâtre des Variétés pour 3 mois et ensuite en tournée dans toute la France. Oui, j'ai vu le spectacle, c'est énorme, c'est encore mieux que le premier parce que vraiment là vous êtes devenu un vrai showman.
déjà au début, vous arrivez sur scène, avant même qu'il y ait la marionnette, vous faites un vrai show, il y a des chansons, très comédie musicale. D'ailleurs, votre metteur en scène, Nicolas Nebaud, est un fan de comédie musicale, non? Ah, c'est même pas un fan, c'est qu'il a travaillé avec les Américains pour plein de spectacles comme Sister Act ou Le Bal des Vampires et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a une vraie histoire. Ouais. Hein, pour une fois, il y a un début, un milieu, une fin. C'est vrai, ouais, t'as tout compris. Oh, merci. Alors, ça a été écrit par vous, évidemment, avec Thomas Morion et notre ami Tom Villa. Tout à fait. Et c'est bien Il est écrit. où, Tom? Il est reparti. Alors, vous dites, Jeff, je me surprends de temps en temps à découvrir une blague qui vient de Jean-Marc en même temps que mon public. C'est vrai. Ouais. Oui, parce que Ça, c'est dingue. j'improvise beaucoup pendant le spectacle et puis des fois il y a une vanne qui sort un peu trop vite et Ouais, c'est ton problème, ça sort un peu trop vite. Non, mais c'est vraiment de la schizophrénie, quoi. Oui, c'est à peu près ça, ouais. Vous êtes deux dans votre tête. Non, mais vraiment. Exactement. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a laissé tomber. Et voilà, donc Jeff Panaclock, de votre vrai nom, Damien Colcanap. Vous êtes quand même le seul mec qui a un pseudo plus compliqué que son nom, non? C'est vrai. C'est vrai. Au départ, vous étiez électricien. Oui. Électricien sur les chantiers. Ça, c'est bien, vous n'aurez pas un destin à Claude François, au moins. ça nous rassure. Et alors, vous avez découvert la ventriloquie dans un cabaret à l'âge de 17 ans. Oui, c'était David Michel. Avec Nestor. Et je suis tombé en amour devant ce sketch. Il pouvait dire ce qu'il voulait avec ce petit pingouin qui claquait du bec. Et maintenant, c'est toi qui claques du bec. C'est sympa. Et ça, c'est à cause de ce que tu bousses. C'est incroyable, votre numéro. J'adore. Alors, c'était au canotier du pied de la butte. Oui, j'étais avec des amis. Voilà, je faisais de la magie à l'époque. Et on s'est dit, tiens, on va aller voir un magicien à la base au canotier du pied de la butte. Et puis, j'ai découvert Nestor. Et là, ça a été la révélation, quoi. Et pourtant, votre père vous a dit, laisse pas tomber la magie. Bah, il a pas regretté très longtemps, hein, puisqu'il a bien vu que j'étais un peu mieux dans la ventriloquie. Il est fier de son fils fucking aussi. Oh, batterie. Vous partagez comment le truc? Ah bah, je peux pas te dire, c'est un coup Louis. Ensuite, vous commencez à jouer chez ma cousine. Et donc à Millau. Chez ta cousine? Ouais, chez ma cousine. Ouais. Ça se passait comment? C'était horrible, non? C'était... Non, en vrai, c'était super bien. Des fois, on jouait devant 3 personnes bourrés, et puis des fois, on jouait devant 50 personnes. On était super contents. Ouais. Et voilà, oui, il faut composer avec les gens qui sont alcoolisés ou qui sont très en forme. Ouais. Voilà, mais c'est ce qui forge aussi le caractère. Oui. Et c'est Quand comme on ça a que j'ai résisté appris au cabaret, on peut résister à tout. Parce que des gens c'est comme qui ça que j'ai bouffent. appris l'improvisation aussi, Ouais, c'est ça. parce que des fois, on fait pas du tout le sketch qu'on Hyper avait prévu. dur, ouais. Parce que... Alors Jean-Marc, lui, il est né lors d'un mariage, en fait. Oui. C'est-à-dire que vous étiez dans un mariage, Michael Jackson venait de mourir. Ouais, c'est ça. Au début, on avait un sketch un peu rigolo. Ouais. Et puis ensuite, on s'est réveillé un matin. Michael Jackson venait de mourir. Je dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce sketch? Alors que Jean-Marc faisait déjà Michael Jackson. Il a décidé de le faire mourir aussi sur scène. Et c'est là que les gens ont commencé à réagir. Je lui dis tiens, je vais peut-être aller sur ce terrain-là. Ça va peut-être être rigolo. Et c'était ça qu'il fallait faire, parce que c'est vrai que les ventriloques avant, ils étaient toujours très bon chic, bon genre, mainstream, pop sur eux, tu vois. Tout public. Là, c'est le premier ventriloque qui déchire, quoi, et ça marche, quoi. Il déchire, c'est vrai? Il déchire. Alors, vous aussi, vous êtes mariés 2 fois, mais avec la même femme, hein, Charlotte, hein, qui est grave enceinte, dis donc. Encore un polichinelle dans le tiroir. Là, je dois dire. J'ai pas fait exprès, j'y suis pour rien. Alors, vous avez une grande carrière devant vous, c'est pas du tout un scoop, mais vous avez déclaré « Je ne me vois pas âgé sur scène. Le problème avec nous, les ventriloques, c'est que l'on vieillit, mais pas nos personnages. » C'est vrai, je vois, ne serait-ce qu'en regardant un petit peu en arrière, j'avais une tête de genou et Jean-Marc a toujours eu la même tête. Donc ça me déprime de temps en temps. J'ai eu l'impression, en voyant le spectacle, que vous aimiez bien faire du stand-up, vous aimiez bien chanter, vous aimiez bien la comédie musicale. Est-ce que vous voyez évoluer votre spectacle vers des choses, disons, moins ventriloques et Non, plus pas du tout. Jeff Panaclock? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment un kiff que je me fais au début du spectacle. Et puis, j'essaye de faire monter la pression aussi. Je sais que Jean-Marc est très attendu. Donc, vous le faites attendre, hein, donc quand je le il fais arrive, tout le monde attendre est content, ça, c'est vrai. pour avoir une belle entrée, quoi. Quand je sors de scène, je suis satisfait d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Là, vous pouvez.
Alors, vous ne serez pas étonnés tous les deux que je vous fasse une interview par amour. Alors, par amour, est-ce que vous pourriez vous convertir à une autre religion? Ah, c'est une bonne question. Vas-y, réponds. Moi, je pourrais faire du bouddhisme, je suis déjà orange. Est-ce que vous pourriez quitter la France pour toujours, par amour, hein, et vous exiler en Syrie? En Syrie? Oui. Oh là là, pourquoi pas à Clermont-Ferrand? J'en sais rien, moi. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Bah ouais, mais il va falloir trouver de la peau, hein, parce que j'ai beaucoup de poils. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Vous êtes habillé maintenant, alors il est Oui, habillé. c'est vrai, ça lui coûte va du bien, pognon, hein. hein, ce truc. Hein. Mais t'as rien en bas, quoi. Non, j'ai rien en bas. Au Ah. troisième spectacle, j'aurai un froc. Youhou! Ah, bah tu vois. Est-ce que par amour, vous seriez prêt à prendre 20 kilos Il a déjà pris 20 kilos. Hein. Ah oui, oui. Et si vous aviez une rivale, est-ce que vous seriez capable de partager, de pardonner ou de tuer? Oh là là, les trois en même temps. Ah oui. Ouais, ouais. Je coûte, je partage et je retue derrière. C'est incroyable. Franchement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quoi. Mais je suis quelqu'un, Mais connard. t'es quelqu'un. Je comprends rien, lui. Non, mais d'accord, mais... Ah, il parlait de Jeff. Ah, c'est vrai, on dirait qu'il est vrai, hein. Est-ce que vous seriez prêt à accepter que Jeff ait une maîtresse? Ouais, oui, mais sa femme, je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Est-ce que vous seriez prêt à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Ah mais non, non. Question Clotilde Courreau, qui a répondu oui. Alors, si elle a dit oui, Princesse des Neiges, alors je dis oui. Tu dis oui? Oui. 100 fois les chaussettes Oui. sales. Ça, c'est pourri quand même. Oui, oui. Est-ce que, par amour pour Jeff, vous seriez prêt à arrêter la scène? Oh là là, arrêtez la scène. Oui. Non, parce que c'est ce qui me fait vivre, quand même. Ah ouais. Vous n'avez pas d'autre boulot, en fait, que faire le con Ah aux non, variétés, non, je quoi. fais le con, hein, comme nous tous. Hein. Ouais, il fait le con aux variétés. Regarde la gueule de tes musiciens. Hein. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.